Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Mathieu Boucher. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode que je pourrais qualifier d'hors série du musicien stratégique, puisqu'on va sortir du domaine précis de l'apprentissage instrumental, de l'apprentissage musical, pour traiter d'un sujet qui touche à peu près tout le monde, en fait, même si c'est très indirectement. Dans des épisodes précédents et dans d'autres à venir, je souhaite vous entretenir en détail de certaines recherches qui ont déjà été faites en musique. Mais je pense que ça peut être intéressant de vous offrir quelques informations sur la façon dont ça se fait de la recherche. Quand on lit ou on entend la recherche démontre que, ou encore les données probantes sur tel sujet, qu'est-ce que ça implique? Ce que je souhaite à travers cet épisode, c'est tout simplement, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ce milieu, de comprendre le processus qui mène de la première idée d'un scientifique jusqu'à la publication de résultats de recherche. Allons-y donc pour un petit recherche scientifique 101. Les informations que je vais vous transmettre dans cet épisode-là concernent ce qu'on pourrait appeler les recherches en sciences humaines. Donc, on parle des recherches qui touchent l'être humain, les effets qu'on peut observer chez l'être humain. Et évidemment, dans mon cas, je parle souvent de recherches en éducation musicale, en enseignement de la musique. Donc, que ce soit psychologie, éducation, musique, apprentissage des arts ou des sports, il est question d'humain. Et c'est les effets qu'on peut observer chez l'être humain qui sont documentés dans les recherches dont je vais vous parler aujourd'hui, du moins dans le processus pour développer ces recherches-là. La recherche, donc, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, préconise qu'une idée peut être considérée, entre guillemets, vraie. Et là, je dis un gros mot que je pourrais remplacer par fiable ou vérifiable en observant la répétition d'un même effet. Donc, plus on voit une même chose se passer et être répétée, plus on a de chances de pouvoir affirmer que, un, c'est peut-être vrai, ou deux, que ça pourra être répété sous certaines conditions. C'est cette idée-là, la répétition d'un même effet dans des conditions similaires, qui est lié au concept d'expérimentation scientifique. Pour ceci, pensez au stéréotype du scientifique chauve dans sa blouse blanche qui remplit 4 272 000 éprouvettes et qui tient un journal de bord du jour 1244 de l'expérimentation avec toujours pas de résultat ou avec toujours la même explosion qui le rend tout poussiéreux et encore plus échevelé. Dans le cas d'études en musique, il y a très peu d'éprouvettes et de préférence peu d'explosions également. Mais pour nous aussi, la répétition d'un effet chez plusieurs participants ou plusieurs fois chez un même groupe de participants ou dans la population en général nous laisse croire qu'une chose est, encore une fois, entre guillemets, vraie. Nos fameux sondages électoraux sont justement une forme de recherche. Mais cette idée-là, que la quête de vérité passe par une observation répétée d'un même effet, reste tout de même assez récente dans notre histoire humaine. On parle d'ailleurs d'une révolution scientifique depuis quelques siècles, puisque les idées de la science ont remplacé ce qui était autrefois, par exemple, les doctrines de la religion. Parce que le curé l'a dit, n'est plus nécessairement un gage de vérité, alors que ça l'a déjà été à une certaine époque. Cela dit, si on dépasse la question de la religion, aujourd'hui, entre guillemets, parce qu'un tel artiste l'a dit, parce qu'un philosophe l'a dit, ou plus récemment, parce qu'une telle influenceuse l'a publié sur Instagram, ou encore parce qu'un tel politicien plutôt coloré l'a tweeté, peut se transformer en vérité, entre guillemets, pour certaines personnes. L'autre source importante de savoir est notre propre expérience personnelle. Vous êtes en train de mener une gigantesque expérience longitudinale qu'on appelle la vie et vous avez aujourd'hui des pensées et des savoirs qui sont le résultat de vos propres expériences répétées depuis votre enfance. Personnellement, vous ne faites que m'entendre, mais je suis quelqu'un de grand physiquement et j'ai hâte de pouvoir me souvenir au printemps que je ne passe pas dans la porte de la remise de ma maison sans me pencher. Et à ce sujet, je me demande combien d'expériences douloureuses j'aurai encore besoin pour découvrir ma propre vérité. Je fais des blagues avec ceci, mais on base souvent nos réflexions sur notre expérience ou sur l'expérience des autres. Les fameux conseils de vie d'une personne plus âgée que nous, par exemple. La science propose des idées qui viennent se mêler parfois
à notre propre expérience personnelle et aux paroles de personnes respectées d'un milieu. Parfois, la science appuie, parfois elle contredit, et mieux connaître comment elle fonctionne peut nous aider à développer un sens critique par rapport aux idées qui nous entourent. Tout comme d'autres domaines, donc la science est en constante évolution, mais pour les besoins de cet épisode, que je souhaite court, je vais vous donner les grandes lignes des méthodes les plus courantes, et lorsque ce sera possible, je pourrai donner des exemples tirés de ma propre recherche doctorale qui portait sur l'utilisation de la reprise vidéo chez des guitaristes classiques de niveau collégial. Qu'est-ce qu'une bonne recherche? D'abord, il faut savoir que la bonne recherche s'appuie sur les résultats d'autres recherches. La majorité des articles scientifiques commencent par ce qu'on appelle une recension des écrits ou une revue de littérature. Dans le cas de ma recherche doctorale, j'ai commencé par faire le tour des recherches qui ont été menées sur l'autonomie d'apprentissage chez les musiciens, puis ensuite sur l'utilisation de la caméra vidéo comme outil d'auto-évaluation chez les sportifs, un domaine dans lequel il y a plusieurs études, et les quelques études qui ont porté sur le sujet chez les musiciens. Il y a moins d'études, mais quelques-unes quand même. Donc, ma recherche n'a pas été élaborée sur la base de mon expérience personnelle, ni sur les opinions d'un guitariste connu, mais bien sur la base d'autres études scientifiques menées sur le sujet qui m'intéresse. La science fonctionne normalement un peu comme une île dont la surface grandit tout le temps, mais à partir du bord et non pas en essayant sans raison de créer une nouvelle île au large. Ensuite, pour faire de la science, ça nous prend ce qu'on appelle un design. Très souvent, lorsqu'on aura exploré les recherches qui ont été faites dans notre domaine, on va identifier des manques, on va identifier des lacunes. Ce n'est pas un défaut. Un jour, des gens prendront ma recherche, identifieront les lacunes de ma recherche, ce que je n'ai pas pu faire, très souvent par faute de temps, par faute de moyens, et ils pourront dire Mathieu Boucher, dans sa recherche, a fait telle chose, mais il n'a pas vérifié telle chose avec les musiciens, et nous, on va le faire. Donc, et ça, c'est tout à fait sain comme processus. Donc, une fois qu'on a un manque, qu'on a identifié un manque, on va maintenant devoir faire ce qu'on appelle un design, un devis de recherche. Donc, imaginer comment on va pouvoir vérifier, comment on va pouvoir explorer l'idée qu'on a développée à partir des recherches des autres. Un design, un devis, donc, est choisi en fonction de ce qu'on souhaite explorer ou démontrer, donc en fonction de l'état actuel des connaissances sur notre sujet. Lorsqu'on s'aventure dans un sujet qui a été relativement peu exploré, il n'est pas rare de rencontrer ce qu'on appelle des designs exploratoires. Comme son nom l'indique, on explore un phénomène sans trop avoir d'idées préconçues. Ceci va se faire donc, entre autres, en faisant passer des questionnaires à des gens ou en ayant parfois ce qu'on appelle en bon français des focus groups, des entrevues de fond, donc avec quelques participants. Dans ce cas-ci, on va poser des questions très larges, on va faire en sorte que les participants vont répondre à un questionnaire en donnant certaines idées, répondre à des questions d'entrevue, et il y a des idées et des suggestions qui vont émerger de ces questionnaires-là ou de ces entrevues-là. Et ces questions-là plus émergentes, donc on ne sait pas nécessairement ce qu'on va trouver quand on commence à chercher, mais en lisant les comptes rendus des questionnaires ou les comptes rendus des entrevues, on va percevoir certaines idées qui vont émerger de notre analyse. Et ça, c'est tout à fait normal de le faire. C'est souvent là ça qui va donner des idées pour d'autres recherches ensuite. Donc, comme je le mentionne, ces études plus exploratoires sont souvent l'inspiration pour des études qui vont utiliser ce qu'on appelle un design expérimental. Si on a plus d'informations sur un sujet, comme je dois le dire, comme c'était le cas dans le cas de mon étude, il y avait plusieurs études qui avaient été faites en sport, quelques études qui avaient été faites en musique, et j'étais en mesure de dire probablement qu'il y a quelque chose à aller explorer là, et je n'ai donc pas dû utiliser un design exploratoire. J'ai pu immédiatement me plonger dans ce qu'on appelle un design expérimental. Si on a plus d'informations sur un sujet, ou si on veut vérifier
un effet de quelque chose sur des sujets humains, on va probablement adopter ce qu'on appelle un design expérimental. Dans ce cas-ci, on va avoir une hypothèse ou une question de recherche, de tout le moins. Dans le cadre de ma recherche doctorale, je me disais, à la lumière de ce que j'avais lu, que la caméra vidéo pouvait influencer l'autonomie d'apprentissage des musiciens, comme ça avait été le cas chez certains sportifs. Lorsqu'on adopte un design expérimental, je dirais un design expérimental classique, c'est avec ce qu'on appelle un groupe contrôle ou un groupe expérimental. Parfois, on appelle ça groupe témoin et groupe expérimental, mais dans ce cas-ci, on va avoir un ensemble de participants. Dans mon cas, j'en avais 16. J'avais 16 guitaristes qui participaient à ma recherche et on va les séparer en 2 groupes. On les sépare, très souvent, ces gens-là ont participé volontairement à la recherche. Ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Les gens décident de leur plein gré de participer à la recherche. On prend certaines informations sur les gens. Par exemple, dans mon cas, l'expérience que les guitaristes avaient, la note qu'ils avaient eue lors de leur dernier examen, tout ça pour équilibrer les groupes, s'assurer que les groupes vont être de force égale, parce qu'on va devoir donc diviser les participants en 2 groupes distincts. Très souvent, on va organiser les volontaires par paire. Donc, par exemple, les 2 meilleurs participants, ensuite, en fonction des notes, comme dans mon cas, les 2 meilleurs participants, ensuite, position 3 et 4, position 5 et 6, et ainsi de suite. Donc, on crée des paires et ensuite, on va séparer chaque membre de la paire de façon aléatoire dans les différents groupes. Un groupe fait quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, un groupe contrôle, par exemple, va faire quelque chose et le groupe expérimental va faire exactement la même chose que le groupe contrôle à une différence près. Cette différence-là, c'est ce qu'on appelle la variable, ou du moins une variable. Dans mon cas, j'avais donc 8 participants qui allaient utiliser la caméra vidéo et 8 participants qui ne l'utiliseraient pas. Le tout en apprenant une même pièce pendant un nombre égal de minutes de travail. Donc, la variable au singulier qui changeait ici était donc l'utilisation de la caméra et par conséquent, les résultats que j'allais observer, les différences, s'il y a lieu que j'allais observer, pourraient être attribuables à cette variable-là de l'utilisation de la caméra vidéo. Pour avoir des résultats, ça nous prend des données à analyser. Donc, lorsqu'on doit récolter des données, on va aller voir très souvent une population. Quand on dit une population, c'est un ensemble de personnes et on va en tirer un échantillon. L'échantillon d'une population se fait la plupart du temps en faisant appel à des volontaires issus d'un groupe qu'on veut étudier. Dans le cadre de ma recherche, je voulais faire une recherche sur des guitaristes classiques de niveau intermédiaire et j'ai donc sollicité la collaboration d'une institution pour approcher leurs étudiants et avoir des volontaires. Parmi 40 guitaristes environ d'une même institution, il y en a 16 qui ont accepté de participer et j'avais donc un échantillon de 16 guitaristes parmi une population de 40 guitaristes de l'institution. Ou encore, même, j'avais un échantillon de 16 guitaristes parmi la population de guitaristes intermédiaires du monde entier. Ensuite, avec notre échantillon, on va pouvoir donc récolter des données. Ces données-là peuvent être de 2 ordres, des données qu'on dit quantitatives ou des données qualitatives. La première que j'ai présentée, les données quantitatives, font référence à des chiffres. Donc, quantité, des chiffres en quantité, l'âge, la note obtenue lors d'une évaluation, le nombre de fois où un comportement est observé, le salaire des gens, et ainsi de suite. Tout ça fait référence à des données quantitatives. Parfois, on va avoir aussi, et ça, je suis sûr que vous avez déjà répondu à ce genre de questionnaire-là, des questionnaires avec ce qu'on appelle des échelles. Donc, par exemple, d'accord, très d'accord, moyennement d'accord, pas d'accord du tout, jamais, rarement, parfois, souvent, ainsi de suite. Donc, le très d'accord, ainsi de suite. Et donc, des échelles où vous allez cocher à quel point vous êtes d'accord ou pas avec une affirmation. Ces données-là, ces données quantitatives-là, donc ces chiffres-là, vont permettre ensuite de faire des tests statistiques. Avec ça, par exemple, on a la moyenne, qui est probablement une mesure statistique que vous connaissez, donc la moyenne d'un ensemble de chiffres, les nombres les plus élevés, les moins élevés, ainsi de suite. Les mathématiques
regorge de tests statistiques qu'on peut faire, donc des équations qui prendraient des jours à effectuer à la main il y a quelques années, qui prenaient en fait des jours à effectuer à la main il y a quelques années et que votre logiciel Excel sur votre ordinateur vous fait en un clin d'œil aujourd'hui. Pour déterminer, donc, tout ça pour déterminer mathématiquement si, par exemple, les différences de moyenne des participants de deux groupes sont dues au hasard ou sont, et là j'ouvre les guillemets, statistiquement significatives. C'est ce qu'on veut souvent vérifier avec des tests statistiques. Est-ce qu'il y a une différence qui est démontrable mathématiquement entre les résultats de deux groupes pour une variable donnée? Après les chiffres, l'autre type de données qu'on peut analyser dans une étude, ça se nomme les données qualitatives. Dans ce cas-ci, ça va être très souvent des mots. Donc, à travers des questionnaires, à travers des entrevues, à travers parfois l'observation de comportement, la description de comportement. Donc, très souvent, comme je le disais, des mots au lieu de chiffres. Dans ce cas-ci, dans le cas de données qualitatives, on n'aura pas de test nécessairement à faire, mais on va faire, par exemple, ce qu'on va appeler une analyse de contenu pour mettre en lumière des extraits d'un discours, par exemple, faire ressortir des similarités, des éléments semblables dans les paroles de différents participants, dans les façons de différents participants de parler d'un même phénomène. On peut analyser le langage utilisé, on peut analyser la façon d'exprimer ces idées d'un participant et on peut ensuite classer des mots ou des idées dans ce qu'on appelle une catégorisation. On parle alors d'une technique qu'on appelle le codage et qui nous permet ensuite d'avoir des données quantitatives, donc des chiffres, encore une fois, pour le nombre d'extraits qui ont été codés dans chaque catégorie. Lorsque vous faites le ménage de vos fichiers sur votre ordinateur et que vous les classez dans des dossiers que vous créez en fonction de différents sujets, vous faites ce qu'on appelle du codage et c'est ce qu'on peut facilement faire à travers les données d'entrevues, de questionnaires et ainsi de suite lorsqu'on récolte des données qualitatives. Une fois l'analyse effectuée, on arrive à l'étape la plus stimulante, soit celle des résultats et de la rédaction des articles de recherche ou encore de la présentation des résultats dans des congrès scientifiques. Dans les deux cas, qu'on parle de la rédaction des articles de recherche ou de la présentation des résultats dans des congrès, l'objectif est d'abord de partager nos résultats avec le reste de la communauté scientifique et le reste du monde en général, mais aussi, et c'est tout à fait normal, de recevoir des commentaires ou des critiques de la communauté scientifique pour mettre nos résultats en perspective, repenser nos analyses ou parfois former de nouveaux partenariats avec d'autres chercheurs du même domaine. Dans le cas des congrès scientifiques, et là c'est un peu moins mystérieux peut-être, le chercheur ou la chercheuse propose une présentation des mois à l'avance aux organisateurs du congrès qui acceptent ou pas notre présentation. Le chercheur ou la chercheuse se présente dans une salle avec son ordinateur pour faire une présentation, le projecteur ne fonctionne pas ou la clé USB refuse subitement de fonctionner après 5 ans de loyer service, on trouve la solution, la personne présente ses résultats et répond à des questions ensuite. Très souvent, l'organisation du congrès va publier un ouvrage qui contient les résumés des recherches qui ont été présentées lors de ce congrès-là. La forme de partage scientifique qui est en ce moment probablement la plus respectée est l'article scientifique. Ces articles sont publiés dans des revues scientifiques, très souvent exclusivement en ligne désormais, et pour lesquels il est parfois possible d'avoir un accès via la bibliothèque de votre université ou de votre collège ou depuis quelques années sur Google Scholar pour certains articles. Pour ceci, donc, les scientifiques écrivent un article de recherche. Dans le cas des recherches en éducation, on parle souvent d'un article d'environ 5 à 8 000 mots que le chercheur ou la chercheuse va soumettre à une revue. Lorsqu'on soumet un article à une revue, l'article est évalué pour décider s'il sera publié ou pas. Dans le jargon, on parle de peer review ou de blind review. Donc, peer review, donc révisé par les pairs, revient à dire que la revue va solliciter 2 spécialistes ou plus du domaine concernés par la recherche pour lire l'article et évaluer si l'article est acceptable ou pas. On parle ensuite de blind review en anglais parce que lorsqu'on révise un article, et je l'ai fait déjà à quelques reprises, on reçoit uniquement le texte sans aucune information sur l'auteur. L'article peut être accepté ou pas, ou faire l'objet d'une demande de modification pour clarifier certaines choses ou présenter certains résultats sous un nouvel angle.
Une fois l'article accepté, s'il l'est, puisque le rejet fait partie de la vie des scientifiques et j'ai vécu les deux, des articles acceptés et des articles refusés. L'article scientifique est rendu disponible en ligne pour être lu par d'autres chercheurs et servir alors de base pour d'autres recherches. D'autres recherches qui vont arriver peut-être au même résultat, ce qui renforce la vérité, encore une fois, entre guillemets, de ces résultats, ou encore être contredit ou remis en question, ce qui est positif aussi, puisque ça ouvre la voie à d'autres recherches pour comprendre encore mieux un phénomène donné. Plus un article est cité dans d'autres recherches, plus ça apporte du prestige pour son ou ses auteurs, ainsi que pour la revue qui l'a publié. Ce qui est important pour moi que vous reteniez du processus, c'est que les résultats de recherche scientifique passent par un processus rigoureux avant d'être publiés et même ensuite, la communauté scientifique va poursuivre l'évaluation de chaque article directement en se basant ou non sur celui-ci pour la suite des travaux. Même si un article est publié, donc il a été accepté, s'il n'est jamais cité, l'article va finalement tomber un peu en désuétude puisqu'il n'aura jamais été utilisé pour servir de base pour d'autres recherches. Et c'est comme ça que le savoir scientifique se construit. Malgré ceci, il arrive encore qu'un article vienne tout changer ce qu'on pensait vrai depuis des années et ça force la communauté scientifique à reconsidérer les résultats antérieurs sous un nouvel angle. Ça ouvre la voie à d'autres recherches et le processus recommence. Maintenant, Attention! Les mises en garde et la détection des charlatans. Comme on parle toujours d'échantillons, donc une partie d'un groupe d'humains souvent en éducation, on ne peut jamais généraliser un résultat. Dans le cadre de ma recherche, j'ai observé certains changements chez les participants qui ont utilisé la caméra, mais je ne peux pas dire ensuite les guitaristes qui utilisent la caméra vont, etc. Plus des articles avec des échantillons différents arrivent à un même résultat, plus on a ce qu'on appelle des données probantes. Il faut donc faire attention avec les résultats de recherche qui sont encore un peu seuls, entre guillemets, parmi les autres recherches, ou encore les études qui font appel à un petit nombre de participants. On peut très bien et je dois avouer que c'est ce que je souhaite faire avec vous, c'est-à-dire qu'en musique, il y a malheureusement encore peu de recherches qui ont été faites par rapport à d'autres domaines et bien que je vous ai donné des informations au travers différents épisodes de ce podcast, il n'y a rien là-dedans qui doit être considéré comme du béton, rien qui doit être considéré comme une vérité absolue. Tout ça est constamment en train d'être repensé, d'être réfléchi. Donc, malgré le fait que la recherche en enseignement de la musique, en performance instrumentale, si je peux m'exprimer ici, soit un domaine de recherche assez jeune, il demeure, je pense, qu'on peut se permettre, comme musicien, de considérer les résultats de ces recherches-là pour alimenter notre réflexion. Donc, on peut considérer les résultats, on peut y réfléchir, on peut essayer une nouvelle stratégie ou changer notre comportement après y avoir réfléchi, mais on doit se souvenir que c'est l'accumulation des résultats qui renforce la solidité d'une idée. Et ça c'est peut-être le principal terme qui doit sonner des clochettes d'alarme dans votre esprit lorsque vous l'entendez. Rien n'est jamais prouvé lorsqu'il est question de recherche avec des humains. Et c'est d'ailleurs quelque chose à retenir pour votre détecteur à charlatans, comme je le disais. On ne dit jamais les recherches prouvent. On dit les recherches démontrent que X aurait tel effet sur Y. On parle toujours au conditionnel. Ou encore, on dit les résultats démontrent que les participants à l'étude ont davantage 3 petits points. Donc, dans ce cas-ci, on ne parle pas au conditionnel, mais on indique bien que ce sont les participants à l'étude dont il est question. Et on ne va pas jusqu'à dire « ceci peut être appliqué à tout le monde ».
Si vous ne connaissiez pas le milieu de la recherche, j'espère que ce petit résumé vous aidera peut-être à réaliser l'importance d'avoir un sens critique avec toute l'information, parfois très instantanée, qu'on reçoit chaque jour par les différents médias. La science en tant que telle n'est pas parfaite, mais on dit souvent à la blague que c'est le meilleur des systèmes imparfaits, puisqu'un système parfait, ça n'existe pas, mais la recherche scientifique, telle qu'on la voit aujourd'hui, demeure pour l'instant le meilleur des systèmes imparfaits. J'espère que ce petit épisode hors série vous aura plu. On revient à notre musique pour le prochain épisode, c'est promis. Je termine comme d'habitude en remerciant Jean-Sébastien Potvin de Vonti Productions pour la post-production du balado. Et d'ici au prochain épisode, je vous dis bonne réflexion et prenez soin de vous.